Il disait que la force d'un homme se mesure toujours au vide qu'il accepte de regarder en face. Chez Alain Delon, ce vide a longtemps eu un nom, Nathalie. À 68 ans, lui qui fut l'icône absolue d'une génération, l'acteur que l'Europe entière enviait à la France, reconnaît enfin ce qu'il a passé des décennies à taire. Le manque, je l'ai porté comme une ombre. Pendant longtemps, il a cultivé le mystère, laissé les autres commenter sa vie, ses amours, ses éclats et ses silences. Mais aujourd'hui, au crépuscule d'une existence faite de gloire et d'abîme, il décide de parler. Pas pour se justifier, pas pour se réinventer, mais pour dire simplement, j'ai perdu quelque chose que je n'ai jamais vraiment retrouvé. Car l'histoire d'Alain et de Nathalie n'est pas seulement une page de cinéma français. Elle est aussi celle d'un homme et d'une femme qui ont refusé d'entrer dans le moule, qui se sont aimés à leur manière, avec une intensité parfois brutale, parfois fragile, mais toujours authentique. Et pourtant, chacun a appris à vivre autrement, séparément, sans jamais effacer l'autre. Aujourd'hui, quand Delon regarde dans les rétroviseurs, il ne parle plus de carrière, ni de films, ni de légendes. Il parle d'un manque, d'un espace laissé ouvert, là où aucune autre femme, aucun autre amour, aucune autre vie n'a vraiment pris place. Il parle de Nathalie avec cette voix légèrement voilée, celle qui ne cherche plus à séduire. Il murmure. On croit avoir le temps, on ne l'a pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi rompre le silence après tant d'années d'énigmes et d'orgueil? Parce que le temps n'est plus un luxe. Parce que l'âge impose une vérité que la jeunesse repoussait. Parce que les confidences tardives ne cherchent plus les faits, seulement la justesse. Et quand il évoque Nathalie, ce n'est ni la nostalgie du cinéma des années 60, ni la belle histoire d'un couple star. C'est l'aveu d'un homme qui comprend, enfin, que certaines absences contiennent une vie plus profondément que les présences. Il dit, je n'ai jamais retrouvé ce que j'avais avec elle. Et dans cette phrase, il n'y a ni regret flamboyant, ni drame exhibé, uniquement une lucidité nue. Alors, comment tout a commencé? Qu'est-ce que deux êtres aussi fougueux, aussi indépendants, ont perçu l'un dans l'autre au premier regard? Et surtout, comment une histoire si forte peut-elle laisser derrière elle un vide que même le temps n'a pas réussi à combler? On raconte souvent que certaines rencontres ne ressemblent pas à des débuts, elles ressemblent à des évidences. Pour Alain Delon, cette évidence a pris la forme d'une jeune femme de 26 ans, au regard aussi franc que sa démarche. Elle s'appelait Francine Canovas, mais Paris allait bientôt la connaître sous un autre nom, Nathalie Delon. Ils se croisent pour la première fois en 1962. Delon est déjà une étoile ascendante, entourée, observée, souvent jugée. Nathalie, elle, vit à Paris depuis peu. Elle a quitté le Maroc dans un élan nécessaire, presque vital, déterminée à tracer son propre chemin loin des contraintes familiales. Elle traverse la ville comme on traverse une frontière, avec une liberté fraîche, presque insolente, qui n'appartient qu'à ceux qui décident de recommencer. Ce soir-là, c'est un ami commun qui les présente. Une soirée parisienne comme il en existe tant au début des années 60.
dans un appartement trop petit pour accueillir tous ceux qui y parlent trop fort. Delon n'est pas encore l'icône froide que l'on associe à ses futurs rôles. Il est jeune, fougueux, brillant et surtout curieux. Il l'aperçoit d'abord de loin. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. C'est précisément ce qui la rend irrésistible. Il racontera plus tard: elle avait quelque chose que je n'avais encore jamais vu, une indépendance dans les yeux. Et cette phrase, dans la bouche d'un homme habitué au regard qui se pose sur lui avant même qu'il n'entre dans une pièce, dit presque tout. La conversation s'engage doucement, au milieu du bruit, de la fumée, des rires. Il trouve une forme d'intimité inattendue. Nathalie ne se laisse pas impressionner par la notoriété naissante d'Alain. Elle n'a ni les gestes, ni la parole de celle qui cherche à plaire. Elle répond simplement, directement, parfois avec un léger sourire qui déconcerte. Delon n'a jamais oublié cette première impression. Elle n'essayait pas de me séduire, et pourtant, c'était elle. À cette époque, la vie du jeune acteur est tumultueuse. Sa relation avec Romy Schneider vacille. Les tournages se succèdent. Les médias s'agitent autour de lui. Mais ce qui le frappe ce soir-là, c'est la sensation inattendue d'être vu autrement. Non pas comme un futur monument du cinéma, mais comme un homme, simplement. Très vite, la curiosité devient attirance, et l'attirance, passion. Une passion qui ne ressemble pas aux histoires écrites à l'avance pour les magazines. La leur est brute, immédiate, parfois maladroite, mais portée par une intensité qui les surprend eux-mêmes. Ils commencent à se revoir discrètement d'abord. Un café près de Saint-Germain. Une promenade tardive. Quelques heures volées entre deux obligations. Nathalie n'est pas une femme du monde du cinéma. Et c'est précisément ce que Delon recherche sans le formuler. Elle l'apaise autant qu'elle le provoque. Elle dit ce qu'elle pense. Elle ne cède pas. Il confiera un jour: Nathalie n'était pas un refuge. Elle était un choc. Et parfois, un choc, ça construit. C'est au cours de ces semaines, dans ces Paris qui vibraient encore au rythme des cafés philosophiques et des débuts de la nouvelle vague, que leur lien se scelle réellement. Il y a dans leurs échanges une urgence qui n'est pas celle de la célébrité, mais celle de deux êtres qui reconnaissent chez l'autre une fragilité familière. Elle, marquée par une enfance complexe, une quête d'autonomie farouche. Lui, par une ascension fulgurante qui l'isole peu à peu derrière une image trop parfaite. Le cinéma pourtant finit par s'inviter dans leur histoire, car dès le début, les proches du couple sentent qu'il se passe quelque chose. Pas seulement un amour, une alliance, une rencontre entre deux tempéraments capables de se dévorer ou de s'élever. Lorsque Delon demande à Nathalie de partir vivre avec lui, ce n'est ni un caprice, ni un geste romanesque. C'est un choix ferme, presque instinctif. Elle accepte, comme on accepte une évidence, sans se rassurer, sans douter, mais avec la certitude d'être à sa place. Et c'est là, dans le silence d'un appartement où Paris s'entend encore battre derrière les fenêtres, que commence vraiment leur histoire. Pas encore la légende, pas encore les photos,
iconiques. Pas encore le mariage qui fera d'elle la seule femme à avoir porté officiellement le nom de l'homme. Juste deux êtres qui se reconnaissent et qui, pour la première fois depuis longtemps, ne jouent plus aucun rôle. Cette rencontre de l'homme la porte encore en lui. Car avant les films, avant la gloire, avant les éclats, il y a eu ce regard-là. Celui qui, un soir de 1962, a déplacé tout son axe intérieur. Les années qui suivent leur rencontre ne ressemblent pas à une ascension. Ce sont des sommets à deux. Entre 1964 et 1970, Alain et Nathalie Delon deviennent, presque malgré eux, un couple qui fascine la France entière. Pas parce qu'ils cherchent la lumière, elle les précède déjà, mais parce qu'ils incarnent une forme d'audace que le cinéma français n'avait encore jamais vue. Le mariage, célébré en août 1964, surprend autant qu'il intrigue. Delon, déjà star montante de la nouvelle vague, vient d'unir sa vie à celle d'une jeune femme qui n'appartient ni au studio ni au réseau du septième art. Cette union dérange autant qu'elle séduit. Et pourtant, les premières images qui circulent d'eux trahissent une vérité simple. Ils ne jouent pas. Il y a, dans leur façon de se tenir, une complicité presque insolente. De l'on dire, avec elle, tout allait vite, fort et dans l'axe. L'année suivante naît Anthony, leur fils. Pour le public, c'est l'image d'une famille presque mythologique. Le bel acteur, la femme à la beauté sauvage, l'enfant blond comme un éclat de soleil. Mais derrière ce tableau, la vie continue de tourner à une vitesse vertigineuse. Les tournages d'Alain s'enchaînent, chacun plus ambitieux que le précédent. 1977 marquait un tournant. Les Samouraïs, réalisé par Jean-Pierre Melville. Le film scelle le mythe de l'homme, la silhouette froide, le regard minéral, la maîtrise du silence. Melville voit en lui ce que très peu avaient perçu. Un critique écrira: Delon ne joue pas, il incarne. Durant ces années, Nathalie n'est pas une simple compagne à l'ombre d'une légende. Elle devient elle aussi une figure incontournable. En 1977, elle tourne dans Les Samouraïs, aux côtés de celui qu'on présente désormais comme l'acteur le plus fascinant de sa génération. Sa présence à l'écran est un choc esthétique. Dignité, mystère, retenue. Les journalistes s'accordent. Ce n'est pas une apparition décorative. C'est une actrice née d'une vérité qu'aucune école ne peut enseigner. La France découvre alors un couple hors norme. Ils s'aiment, s'opposent, se provoquent, se retrouvent. Ils attirent autant qu'ils repoussent. Ils ont cette élégance naturelle, un mélange de danger et de grâce, qui intrigue profondément le public. On les voit dans les soirées parisiennes, dans les studios photos, mais aussi dans des moments d'une simplicité presque inattendue. Car malgré leur statut, ils restent deux êtres qui se cherchent, qui s'admirent, qui parfois se heurtent, mais qui avancent ensemble. Ces années-là sont marquées par des choix artistiques radicaux. Delon refuse certains rôles prestigieux, en accepte d'autres que personne n'attendait. Il produit, il s'investit, il prend des risques. Nathalie, de son côté, construit peu à peu sa propre trajectoire. Elle tourne, elle écrit,
Elle observe le monde du cinéma avec une lucidité que beaucoup lui reconnaissent. Elle refuse de n'être que la femme d'eux. Et cette attitude force le respect. Leur maison devient un carrefour de talents. On y croise des réalisateurs, des musiciens, des écrivains. La photographie de mode s'invite à chaque coin de pièce. La politique n'est jamais loin des débats. Et le cinéma circule dans l'air comme un parfum familier. On raconte qu'un soir, Melville, en visitant leur appartement, aurait murmuré: ils ne vivent pas dans le cinéma. Le cinéma vit chez eux. Mais derrière les flashs, les tapis rouges et les tournages prestigieux, les deux époux traversent aussi une période de transformation intime. Le succès intensifie tout: la passion, les tensions, les doutes, les, les attentes du public. Pour Delon, la célébrité devient une armure qu'il porte sans toujours la comprendre. Il devient Delon avant d'être Alain. Pour Nathalie, la reconnaissance grandissante révèle une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnée. L'art lui ouvre une porte, mais c'est une porte exigeante. À cette époque, rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils voyagent, tournent, collaborent, se réinventent, l'Europe les regarde. Hollywood s'invite parfois dans les discussions. Le cinéma français les érige en couple iconique. Les photos de plateau les entretiennent. Les couvertures des magazines dessinent l'image d'une union éclatante. Leur nom devient une sorte d'empreinte culturelle. Delon, le mythe, Nathalie, l'élégance indomptable. Mais quelque chose se joue en sous-texte, car même au sommet, les premières ombres se dessinent. Pas encore de rupture, juste de fines fissures, celles que personne ne voit quand la lumière est trop forte. Mais cela, eux ne le savent pas encore. Dans ces années de gloire, ils avancent avec une certitude presque enfantine. Le monde est à eux, et rien ne pourra éteindre ce qu'ils ont construit. On croit souvent que les histoires les plus éclatantes sont aussi les plus solides. Mais alors, pourquoi les premières fractures apparaissent-elles toujours quand tout semble aller pour le mieux? Dans la vie d'Alain et de Nathalie, les fissures ne se manifestent pas brusquement. Elles se glissent dans le quotidien, silencieuses, presque invisibles. Ce ne sont pas des colères ni des affrontements spectaculaires. Ce sont des nuances, des décalages, des attentes non dites qui finissent par devenir des ombres. Au cœur de ces années de gloire, Delon tourne sans arrêt. Les plateaux se succèdent, les promotions aussi. Il devient une figure publique écrasante, entouré de photographes, de journalistes, de producteurs, de sollicitations permanentes. Lui-même l'admettra plus tard. J'étais partout, tout le temps, sauf chez moi. Nathalie, elle, découvre un autre rapport à la liberté. Elle joue, elle écrit, elle rencontre de nouvelles personnes, elle s'émancipe. Elle n'est pas seulement la femme d'un monument du cinéma. Elle s'invente un espace où elle peut respirer, exister, créer. Pourtant, cette autonomie, aussi légitime soit-elle, commence à inquiéter Alain. Pas par jalousie, par peur, la peur de perdre ce qu'il croyait acquis, la peur de ne plus être le centre gravitationnel de cette femme qui, un soir de 62, avait bouleversé son axe intérieur. Ce soir-là,
Dans leur appartement parisien, un désaccord minuscule devient révélateur. Nathalie parle d'un projet d'écriture qui lui tient à cœur. Alain écoute, mais son regard se perd déjà dans la fatigue de la journée. Elle le sent, elle le voit. Et lorsqu'elle lui dit, tu n'es pas vraiment là, il ne répond pas tout de suite. Ce silence, minuscule mais tranchant, marque un basculement. Ce n'est pas un reproche, ni un jugement. C'est un constat. Entre eux, quelque chose commence à ne plus coïncider. Les amis proches le remarquent. Dans certaines soirées où ils apparaissent ensemble, ils ne se regardent plus avec la même intensité. Pas d'hostilité, non, juste moins de présence. Delon est absorbé par son image, par le rôle qui lui demande une concentration féroce. Nathalie est absorbée par son propre chemin, qu'elle tente de tracer sans renier ce qu'ils ont construit. Mais alors, quand deux solitudes avancent sans se croiser, que reste-t-il? La presse, elle, ne voit rien ou ne veut rien voir. Le couple continue de faire rêver. Il incarne une forme de modernité rare dans la France des années 60. Indépendant, beau, libre, sulfureux. Mais derrière cette image, les tensions deviennent plus profondes. Un soir, Delon rentre tard d'un tournage. Nathalie l'attend, non pas pour une dispute, mais pour une conversation. Elle veut comprendre ce qui les éloigne. Il s'assoit, fatigué. Elle parle calmement. Il écoute partiellement. Puis elle prononce une phrase qu'il n'oubliera jamais. Je ne veux pas devenir un souvenir vivant dans ta vie. Pourtant, ce n'est pas une rupture, pas encore. C'est un avertissement. À cette époque, Delon porte déjà ce mélange unique de puissance et de fragilité qui fascine autant qu'il déstabilise. Nathalie, elle, avance avec une dignité farouche, refusant de se dissoudre dans l'ombre d'un homme célèbre. Ce sont deux forces, deux volontés, deux solitudes. Et les forces, quand elles ne vont plus dans la même direction, finissent par se heurter. Les tournages d'Alain deviennent plus lourds, plus sombres. Le rôle lui demande une part de lui-même qu'il ne récupère pas toujours. Il dira plus tard, le samouraï m'a marqué. Ce que j'ai mis dans ce film, je ne l'ai jamais repris. Dans le même temps, Nathalie se révèle. Elle devient plus affirmée, plus consciente de son propre talent. Elle attire l'attention du cinéma, de la mode, du milieu artistique. Mais alors, comment faire coexister deux trajectoires qui grandissent chacune à leur manière? La distance physique devient distance intérieure. Les voyages, les plateaux éloignés, les soirées auxquelles l'un assiste sans l'autre. Ce ne sont pas des trahisons, ce sont des absences. Absences qui, accumulées, deviennent un langage. Et ce soir-là, précisément, celui où il rentre d'une séance photo où tout semblait parfait. Nathalie pose une main sur sa coupe de cheveux et murmure simplement, nous ne sommes plus ce que nous étions. Alain reste immobile. Il ne contredit pas, car au fond, il le sait déjà. Les fissures ne détruisent pas encore l'édifice, mais elles annoncent ce qui vient, la crise, la rupture, la tempête, et surtout ce vide dont Delon parlera des décennies plus tard, ce vide qui commence toujours par une première fêlure. Il arrive un moment où même les histoires les plus puissantes se heurtent à une réalité implacable. Personne ne s'est aimé sans se blesser. Pour Alain et Nathalie, ce moment n'a pas pris la forme d'un cri, ni d'un scandale.
Il est venu comme viennent les grandes tempêtes, lentement d'abord, puis d'un seul coup. La crise n'a pas une date précise, mais un soir, dans la cuisine silencieuse de leur appartement, tout devient clair. Alain revient d'un tournage épuisant. Nathalie, elle, a passé la journée en réunion pour un projet d'écriture auquel elle tient profondément. Il pose ses clés. Elle soulève la tête. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est même pas un reproche. C'est une fracture qui parle. On ne se voit plus. On ne s'écoute plus. La voix de Nathalie est calme, presque trop calme. Alain s'assoit. Il hésite. Il cherche les mots, mais il ne trouve que des silences. Ce silence-là, précisément, marque l'entrée dans la tempête. Les semaines suivantes se transforment en un enchaînement de malentendus et de distances. Ils vivent sous le même toit, mais ne se croisent plus vraiment. Ils dînent ensemble, mais ne mangent plus la même conversation. Ils se regardent, mais ne se voient plus. Pourtant, il n'y a ni crise, ni porte qui claque. La douleur reste contenue, comme si chacun savait que la moindre explosion pourrait détruire ce qu'ils sont tentés de préserver si longtemps. C'est à ce moment-là que la presse s'en mêle, sans jamais rien comprendre réellement. Des rumeurs, des spéculations, des photos prises à la sortie des restaurants où leur silence est interprété comme un drame. Mais ce qui se joue entre eux n'a rien à voir avec le spectacle. C'est une désagrégation intime, presque pudique. Nathalie écrit dans son journal, plus tard, elle le publiera. On ne s'aime pas moins, on s'aime autrement. Et parfois, aimer autrement, c'est déjà ne plus aimer assez. Alain, lui, se renferme. Le cinéma occupe tout l'espace, comme une manière d'éviter ce qui se fissure à la maison. Il tourne, il s'acharne, il refuse de regarder la réalité en face. Il dira des années plus tard, je pensais pouvoir sauver quelque chose en travaillant davantage. C'est le contraire qui s'est produit. Mais alors, quel est ce moment exact où deux vies cessent d'en former une seule? Certains disent que c'est le soir où Nathalie est rentrée d'une séance photo, maquillée, coiffée, rayonnante, et qu'Alain, absorbé dans un scénario, n'a même pas levé les yeux. D'autres pensent que c'est au cours d'un dîner où, pour la première fois, ils ont passé plus de temps à parler de leurs obligations qu'à parler d'eux. La vérité est plus simple. Au matin, ils se sont réveillés et la certitude n'était plus là. La rupture, pourtant, ne ressemble pas à un éclat. Elle ressemble à un accord tacite, une tristesse douce, mais irréversible. Ils se parlent longuement. Nathalie dit, je ne veux pas qu'on reste ensemble par loyauté ou par habitude. Alain répond, je t'ai aimé trop fort pour te retenir. Ce jour-là, ils ne pleurent pas. La douleur est trop ancienne pour encore couler. Elle s'est déposée quelque part entre leurs mains, comme une poussière qu'on ne peut ni chasser ni ignorer. Les journaux titrent sur la séparation de l'homme, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se joue réellement. Il ne s'agit pas d'un échec, ni d'un abandon. C'est une déchirure silencieuse entre deux êtres qui ont beaucoup donné, beaucoup reçu, et qui comprennent qu'ils ne peuvent plus avancer côte à côte. Après la rupture, Alain reste seul un temps. Nathalie part. Elle prend son fils Anthony. Elle refait sa vie ailleurs, avec cette détermination tranquille qu'il a toujours définie. Elle ne quitte pas Delon dans la colère. Elle le quitte parce qu'elle sait que leur amour ne peut plus respirer. Cette séparation laisse en Alain une marque qu'il n'avouera qu'à l'âge de la vieillesse. À 68 ans, il dira le vide. C'est là qu'il a commencé.
Et c'est en cela que leur crise n'est pas seulement un épisode personnel. Elle devient l'une de ces tournants invisibles où une vie change de trajectoire, où même la gloire ne suffit plus à empêcher le manque. La rupture n'a pas détruit ce qu'il s'éteint. Elle l'a déplacé. Elle l'a transformé en souvenir, en cicatrice propre, en vide durable, un vide que le temps, lui, n'a jamais vraiment rempli. Après une rupture, il y a toujours un silence. Pas celui des disputes éteintes ou des reproches avalés, mais un silence plus profond, plus vaste. Celui qui accompagne la réorganisation d'une vie. Pour Alain et Nathalie, ce silence commence dès qu'ils ne partagent plus la même adresse. Une ère se referme, une autre s'ouvre, incertaine, fragile, nécessaire. Nathalie part vivre à Los Angeles un temps, puis entre Paris, New York et le Maroc. Elle reconstruit son existence avec une dignité rare, sans fracas médiatique, sans chercher à réécrire l'histoire. Elle élève Anthony avec cette force tranquille qui a toujours été la sienne. Elle dira dans son entretien, je n'ai jamais cessé d'aimer Alain, mais l'aimer, ce n'était plus vivre avec lui. Cette phrase se résume toute. Pas une accusation, pas un adieu amer, juste une vérité simple, posée comme une pierre au milieu d'un chemin. Alain, lui, traverse une période trouble. Le cinéma continue de l'appeler, de le réclamer, de l'exiger. Mais quelque chose s'est cassé. Pas son talent, ni son aura, c'est là, rien ne l'éteindra, mais une partie plus intime de lui-même. Il vit seul, souvent entouré, rarement accompagné. Il enchaîne les rôles pour oublier, pour avancer, pour se reconstruire sans le dire. Il confiera plus tard, le travail, ça m'a sauvé et ça m'a abîmé aussi. Après la tempête, chacun tente de trouver son propre rythme. Nathalie publie un livre, puis un autre. Elle y raconte sa vie, ses combats, sa liberté reconquise. Pas une ligne de vengeance, pas un mot pour détruire. Elle écrit pour comprendre, pour transmettre, pour respirer. Elle explore le cinéma, derrière la caméra aussi bien que devant. Elle joue, elle réalise, elle ose. Elle devient cette femme que beaucoup admiraient déjà, mais dont on ignorait encore la profondeur. Indépendante, cultivée, audacieuse, toujours droite dans sa parole. Alain, de son côté, poursuit sa trajectoire fulgurante. Les films s'enchaînent, des succès, des chefs-d'œuvre, des collaborations historiques. Il devient une légende vivante, un visage gravé dans la mémoire du cinéma européen. Mais derrière les projecteurs, son intimité reste cabossée. Il connaît d'autres amours, d'autres passions, d'autres drames aussi. Mais ce qu'il a vécu avec Nathalie reste à part. Il l'avouera dans un documentaire. Avec elle, j'ai appris ce que c'était que vivre à deux. Et après elle, j'ai surtout appris à vivre seul. Leurs relations, même séparées, ne s'éteignent jamais complètement. Ils continuent de se parler, parfois souvent, parfois rarement. Ils s'appellent pour les anniversaires, les fêtes, les moments importants. Ils ne se revoient pas comme avant, mais lorsque cela arrive, il y a une forme de douceur mélancolique dans leurs échanges. Anthony, leur fils, devient un pont, un lien que rien ne pourra briser. Le temps passe. Les années défilent, le monde change. Eux aussi. Nathalie construit une vie multiculturelle, entourée de livres, de projets,
de voyage. Alain s'enferme par moments dans sa forteresse intérieure, puis réapparaît, toujours plus marqué, toujours plus fascinante. Leur passé n'est pas effacé. Il est archivé en eux, vivant, remuant, mais apaisé. Quand la maladie frappe Nathalie, des décennies après leur séparation, le passé revient avec une clarté brutale. Elle se confie à un journaliste. Je n'ai jamais regretté notre histoire. Même ce qui nous a brisés faisait partie de nous. Et de l'autre côté du fil, dans sa propriété de Douchy, Alain ressent cette phrase comme un rappel. Certaines personnes ne quittent jamais vraiment la vie d'un homme, même quand elles ne sont plus dans son quotidien. À l'annonce de sa disparition, il reste silencieux pendant de longues heures. Puis il dit simplement, elle a été la plus belle partie de ma jeunesse. Ce n'est pas une déclaration enflammée. Ce n'est pas une nostalgie romanesque. C'est un fait, un constat déposé à voix basse, comme on pose une fleur sur une tombe. Après la tempête, ce qui demeure n'est ni la douleur, ni les éclats, ni les mots impossibles à dire. Ce qui reste, c'est l'empreinte, l'un de ces liens qui transcendent la rupture elle-même. Et pour Alain, cette après-tempête n'a jamais été une reconstruction complète. C'était plutôt une navigation, un mouvement perpétuel entre ce qu'il a été, ce qu'il aurait pu être et ce qu'il reste aujourd'hui. Un homme conscient que certaines absences pèsent plus lourd que toutes les présences réunies. Il y a des vérités que l'on porte en soi pendant des décennies sans jamais les nommer. Des vérités si profondes, si ancrées, qu'elles finissent par faire partie de la respiration même d'un homme. Et puis, un jour, sans prévenir, ces vérités remontent. Elles cherchent une voie. Elles exigent d'être dites. Pour Alain Delon, la révélation ne vient ni d'un public, ni d'un journaliste, ni d'un événement spectaculaire. Elle vient d'un matin ordinaire, d'un de ces matins où la lumière grise filtre à travers les volets de Douchy et où le silence de la maison semble plus dense que d'habitude. Il se lève lentement, comme on se lève quand on sent que quelque chose a mûri trop longtemps. Il marche, il s'arrête, il murmure pour lui-même comme un constat jamais formulé jusqu'ici. Le vide, oui, le vide vient d'elle. C'est ce jour-là qu'il accepte de parler devant une caméra, non pas pour faire le bilan d'une carrière, ni pour célébrer une œuvre, mais pour dire ce qu'il n'a jamais osé articuler. L'absence de Nathalie ne s'est jamais refermée. Le réalisateur du documentaire, stupéfait, se souvient. Il avait cette manière de s'asseoir, de prendre le temps. On aurait dit qu'il allait annoncer quelque chose de grave. Et c'était grave, pas parce que la tristesse était détruisante, mais parce qu'elle était authentique. Alain regardait droit devant lui. Un silence long, inconfortable. Puis il lâche, d'une voix presque brisée. Vous savez, on peut avoir aimé beaucoup de femmes, on peut avoir vécu beaucoup de choses, mais il y a un amour, un seul, qui laisse un trou qu'aucune autre vie ne remplit. Pour moi, c'était elle, Nathalie. La caméra ne bouge pas. Personne ne respire vraiment. Il poursuit lentement. Je n'ai pas su garder ce qu'on avait. Peut-être que je ne pouvais pas. Peut-être que je n'étais pas prêt. Mais ce qu'elle a laissé, ce manque, il m'a suivi partout. Sur le tournage, dans les maisons, dans les nuits. Il s'interrompt. Ses mains tremblent légèrement. Pas de pathos, pas de fait. Juste un homme âgé qui raconte, enfin, ce qu'il a toujours voulu être.
On dit souvent que la vie continue. Oui, elle continue, mais elle ne remplace pas. Cette phrase, lourde comme un chapitre de vie, tombe dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Elle crée des vagues. Elle remue des années, des souvenirs, des regrets tenus à distance trop longtemps. De l'on raconte alors en détail, minuscule mais essentiel. Pendant longtemps, il a conservé dans un tiroir de sa chambre une lettre que Nathalie lui avait écrite au début de leur histoire. Une lettre simple, brève, presque timide. Ne me ferme pas la porte. Je veux te découvrir encore. Il l'a gardée. Il ne l'a jamais détruite. Et il avoue, je l'ai relue quand elle est partie. Je l'ai relue quand elle est morte. Et je me suis dit, c'est moi qui ai fermé la porte. C'est un aveu, un break, un de ceux qu'un homme ne formule qu'une seule fois dans sa vie. Il évoque aussi ce qu'il n'a jamais trouvé chez d'autres femmes. Avec Nathalie, il n'y avait pas de rôle, pas de costume, pas de masque. J'étais moi. Et après elle, j'ai porté des visages, beaucoup de visages, mais jamais le mien. Puis vient la phrase qui, des années plus tard, fera le tour des médias français. À 68 ans, je peux le dire, le vide qu'elle a laissé, je n'ai jamais réussi à le combler. Pas un sanglot, pas un tremblement dramatique, juste une lucidité glaciale, digne, presque belle dans sa nudité. Le réalisateur demande alors doucement, pourquoi le dire maintenant? Et Delon répond, après un long silence, parce que je n'ai plus peur de mon passé, et que ne pas dire certaines choses, c'est le perdre une deuxième fois. La révélation n'est pas spectaculaire, elle n'est pas violente, elle n'est pas romanesque, elle est vraie. Elle dit ceci, que même les légendes, même les hommes que l'on croit indestructibles, portent des manques qui les suivent toute la vie. Que certaines femmes laissent une empreinte qui dépasse le temps, la gloire, les ruptures et les nouvelles passions. Que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de durer pour être éternel. Et quand Delon conclut cette séquence en murmurant, elle était mon souffle, et je ne m'en suis jamais remise complètement. On comprend que ce témoignage n'est pas une confession, c'est un héritage, une dernière vérité donnée au monde. Il arrive un âge où l'on ne cherche plus à expliquer sa vie. On l'observe simplement, comme on regarde la mer après la tempête, sans colère, sans triomphe, avec une sorte de gratitude silencieuse pour ce qui a tenu et pour ce qui a cédé. Pour Alain Delon, les années avancées ne sont pas une défaite. Elles sont un territoire où l'on parle moins fort, où l'on choisit ses mots comme on choisit ses derniers gestes, avec le poids de ce que l'on sait. Enfin, à Douchy, la grande maison s'est vidée peu à peu. Les couloirs sont les mêmes, mais ils ne résonnent plus de la même manière. Les murs ne racontent plus les succès, les films, les soirées parisiennes. Ils racontent le passage du temps. Le chien s'approche, la cheminée crépite. Le jardin dehors vit dans une lenteur presque immobile. À cet instant, Delon n'est plus la légende. Il est l'homme. Quand il repense à Nathalie, ce n'est ni la passion, ni la rupture, ni les éclats de jeunesse qui lui reviennent. Ce sont des scènes simples, un rire dans une cuisine, un regard échangé dans un taxi de nuit, une main posée sur une épaule sans un mot. Tout ce qui, à l'époque, semblait ordinaire et qui aujourd'hui paraît irremplaçable. Il ne cherche pas à idéaliser, il ne cherche pas à réécrire. Il reconnaît seulement l'évidence. Ce que nous avons vécu n'était pas parfait, mais c'était vrai. Et cette vérité,
il la porte comme un noyau qui ne se rôde pas. Les années sont passées, les routes se sont séparées. Chacun a vécu d'autres vies, d'autres amours, d'autres combats. Mais l'absence de Nathalie, cette absence qui ne fait pas mal, mais qui creuse, reste là, comme une respiration parallèle. Elle ne l'écrase pas, elle l'accompagne. Quand il parle d'elle aujourd'hui, sa voix ne tremble plus. Elle descend d'un ton, elle se pose, elle dit simplement, je n'oublie pas. Non, il n'oublie pas, parce que certaines personnes ne disparaissent jamais réellement. Elles demeurent dans une lumière intérieure, pas la lumière du cinéma, pas celle des plateaux, mais celle que l'on garde pour soi, derrière les côtes. Le public, lui, retient les images, les couples mythiques, la jeunesse insolente, le charme, les photos en noir et blanc. Mais ce que de l'on retient, ce n'est pas la légende, c'est la femme, celle qui l'a aimé avant qu'il ne devienne un monument, celle qui l'a vu dans sa vérité et qui a été aimée de même. Aujourd'hui, il n'y a ni regret éclatant, ni nostalgie douloureuse, juste un fil discret tendu entre deux vies. Un fil que même la mort n'a pas rompu. Dans son salon, à Douchy, il existe une étagère où reposent quelques objets qu'il n'a jamais déplacés. Parmi eux, une photo. Une simple photo en noir et blanc où Nathalie sourit, légèrement tournée vers la lumière. Pas une photo de tournage, pas une photo de presse, une photo volée par la vie, de l'on la regarde parfois, pas souvent, juste quand son cœur le permet. Il sait que ce sourire appartient désormais au passé, mais il sait aussi que ce passé continue de respirer quelque part en lui. L'amour ne dure pas toujours, mais son empreinte, elle, traverse tout. Et alors que le jour décline doucement au-dessus des douches, que la maison se tait, que l'air se fait immobile, il reste sur la table une seule chose, immobile elle aussi. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.